Donc, la thématique, défi climat, comment mobiliser au sein de sa collectivité. D'abord, je vais commencer par vous présenter très rapidement Élu local. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Je sais qu'en général, quand on fait des webinaires comme ça, on a une petite part de nouveau, donc on en profite pour vous parler rapidement de nous. Notre mission, donc, faire avancer la place des femmes en politique et surtout la place des élus locaux. C'est vraiment notre cœur d'activité, entre guillemets. Donc, trois actions possibles. Fédérer les femmes élues à travers des réseaux de femmes élues donc dans les départements. Vous transmettre des techniques et des méthodes pour réussir dans votre vie locale. Et par l'échange, tout ça par l'échange, l'entraide, le partage d'expérience et la formation. On est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc, on a effectivement trois types d'activités, les réseaux des femmes élues, les journées des femmes élues que vous connaissez peut-être déjà, et toutes nos formations qu'on peut faire en ligne, sur place à Paris ou sur place près de chez vous. Donc, les réseaux des femmes élues, c'est des réseaux locaux qui sont portés par des ambassadrices au niveau départemental. On a à peu près 40 départements dans lesquels on a des ambassadrices, et notamment Lynn Fréquer qui est là pour les Bouches-du-Rhône. Je n'ai pas vu les autres, mais je suis sûre qu'ils ne sont pas loin. L'objectif, voilà, c'est de fédérer et d'animer vraiment un réseau de femmes élues localement, que vous puissiez vous rencontrer, que vous puissiez échanger, partager vos difficultés, mais aussi partager vos bonnes pratiques, vos envies, vos réussites, et que vous vous sentiez parfois peut-être un peu moins seul dans votre mandat. Ensuite, donc, je vous laisse une petite minute. Si vous voulez, avec votre téléphone, flasher le QR code, vous pouvez arriver directement sur la page de notre site pour rejoindre le réseau local de votre département. Et puis, si vous le faites, on vous enverra un mail avec l'ambassadrice de votre département. Et si vous avez des rencontres qui arrivent bientôt, vous recevrez des invitations par mail. Voilà. Les journées des femmes élues qui ont lieu, on en a eu récemment donc à Lyon, à Strasbourg et à Nantes. On continue notre tour de France à Marseille au mois de juin et à la rentrée, on sera d'abord à Bordeaux puis à Toulouse. Et en fin d'année, on sera donc à Paris pour les journées nationales des femmes élues, avec une thématique pour la table ronde du matin qui est les défis de l'engagement civique à l'échelle locale. Donc, c'est vraiment des journées qui allient formation, conférences et temps informel de partage entre vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire signe après ce webinaire. On serait ravis de pouvoir vous inscrire. Et nos formations. Donc, comme je vous disais, on a différentes thématiques de formation. Elles peuvent se faire en ligne, elles peuvent se faire sur votre territoire si vous en avez la possibilité, ou elles peuvent se faire à Paris si vous avez la possibilité de vous déplacer. Et pour la thématique que nous abordons ce soir, on a une formation en ligne qui aura lieu en septembre sur la planification de la transition écologique sur son territoire. Donc voilà, c'est pareil, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à nous contacter à l'issue du webinaire. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse ce soir. Nos trois intervenantes pour ce webinaire, donc Stéphanie Poirier, qui est vice-présidente de la communauté d'agglomération d'Épinal, Séverine Vachon, qui est vice-présidente en charge du développement durable à l'agglomération de Niort, précisément, et Caroline Panard, qui est responsable France pour Future Proof Cities. Je vais commencer par donner la parole à Caroline pour qu'elle vous donne des éléments de cadrage pour nos échanges suivants. Exactement. Merci Clémence. Bonsoir et merci pour votre présence à toutes et à tous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter le sujet ici au sein du réseau élu local. Donc, comment on mobilise au sein de sa collectivité autour du climat. Personnellement, je suis donc responsable France chez Future Proof Cities, qui est en fait un service numérique dédié aux collectivités qui souhaitent passer du plan à l'action climat. On reviendra un petit peu en détail qu'est-ce que ça veut dire passer du plan à l'action et de quel plan il s'agit. Je prends donc la parole juste quelques instants pour présenter un peu le cadrage en fait de notre échange, son déroulé. On va naviguer ensemble à travers différentes thématiques qui seront à la fois ponctuées par des retours d'expérience des élus qui sont présents avec nous aussi, mais de livrables aussi complémentaires, donc des formations, des guides qui vous seront mis à disposition dans le chat et dans le mail de suivi. Donc n'hésitez pas à aller les sauvegarder pour y revenir plus tard, quel que soit votre degré d'avancée et d'expérience dans le domaine du climat et de la transition locale. C'est vraiment pour tout le monde. Déjà, notre sujet aujourd'hui, il se repose sur une base commune, celle de la transition écologique. C'est une évolution vers un nouveau modèle économique et social. C'est un modèle qui renouvelle à la fois nos façons de consommer, de produire, de vivre ensemble, mais aussi de travailler. Et on va voir aussi qu'au sein des administrations, ces projets de transition révolutionnent nos habitudes de travail aussi.
pour répondre à des grands enjeux environnementaux, celui du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte aussi de la biodiversité, et puis aussi de la multiplication des risques sanitaires et environnementaux à l'échelle nationale ou planétaire. Cette thématique de la transition, elle est déclinée localement à travers des documents opérationnels qui vont fixer en fait des objectifs et des grandes directions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le plan climat, donc le PCAET. Pourquoi? Parce que c'est le projet qui décline la transition à la plus petite échelle et à l'échelle la plus compréhensible, la plus actionnable. Et les deux territoires ici qui sont présents sont porteurs de plans climat. C'est une manière d'agir sur votre territoire. Donc comme ça, on va pouvoir un peu évoquer cette question. Si Clémence, vous pouvez passer à la slide suivante, comme ça on commence à évoquer le plan climat, qui est en fait un document de planification, d'action, plan climat, air, énergie territoriale. Le volet R, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, qui est issu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ça fait une très longue phrase, d'août 2015. Donc, c'est un cadre d'engagement du territoire. C'est la vraie déclinaison directe et opérationnelle des accords de Paris qui visent à limiter à 1,5% le réchauffement climatique. Ce plan climat, il est pour qui? Il est pour les territoires obligatoirement de plus de 20 000 habitants, pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. Mais si vous faites partie de plus petits territoires, vous pouvez aussi vous lancer à titre volontaire sur cette question. Et il dure 6 ans. Il est toujours composé des mêmes phases de travail que vous voyez déclinées ici. On reviendra plus en détail après sur les plans d'action notamment. On peut passer à la slide suivante, Clémence. Ils ont donc en fait différents objectifs. Donc déjà, on est vraiment sur des objectifs stratégiques et opérationnels en vue d'atténuer le changement climatique, donc de le combattre et de s'y adapter. Mais aussi l'autre pendant, c'est d'améliorer en fait à chaque fois l'efficacité énergétique, la production d'énergie renouvelable, etc. Donc il y a vraiment deux volets, comme on le voit ici, sur la consommation et sur la production du territoire, pour arriver à un point de rencontre de sobriété, de neutralité. On peut passer à la slide suivante, on va voir un peu à quoi ça peut ressembler un plan climat. Donc là, c'est l'exemple de la communauté d'Aglo d'Épinal, sur laquelle on reviendra un peu plus en détail par la suite. Alors, personnellement, j'accompagne près de 200 territoires en France, en Europe et dans le monde. Les plans climat se ressemblent tous un petit peu. Donc, ils sont vraiment généralement rangés dans des axes thématiques qui, après, sont à discrétion d'être nommés, d'être définis par toutes les collectivités. Donc, il peut y avoir de la créativité dedans, même si c'est vrai que c'est un document qui est plutôt rigide dans les formes qu'on attend. Mais on viendra après pour justement essayer de trouver un peu de flexibilité, de respirer aussi dans ces cadres réglementaires qui sont quand même assez soutenus. Ensuite, on définit des orientations et puis vient le temps de se dire, d'accord, maintenant qu'on a défini une stratégie globale, qu'est-ce qu'on fait comme action concrète sur son territoire? Et là, le véritable travail commence, je dirais. On peut passer à la slide suivante, Clémence, s'il vous plaît. Je vous communique quelques mots sur aussi la manière dont on travaille chez Futureproof Cities, parce qu'en fait, on le voit, le document tel que le plan climat ou même tous les documents stratégiques de transition locale, c'est des documents qui changent à la fois notre manière d'appréhender l'administration, d'appréhender le rapport avec ses collègues, l'interdépendance entre les services, la manière de travailler ensemble, et puis aussi l'impact qu'on cherche à créer est quand même assez énorme. Donc, on a en fait, nous, rassemblé des territoires avec lesquels on a développé un service complet pour passer du plan à l'action, avec d'abord une plateforme numérique pour construire et suivre son plan d'action. Alors là, quelle que soit la taille de votre territoire, votre expérience, engager ses pairs. On va voir que la question du relationnel, elle est extrêmement importante dans les relations qu'on entretient tout au long des documents stratégiques, et puis aussi pour communiquer ses résultats, parce que vient aussi le moment d'aller chercher les citoyens, de se valoriser sur ce qu'on fait. C'est super important. Une fois qu'on est lancé sur cette plateforme numérique, une coach climat est attribuée à chaque territoire pour identifier ses problématiques, puis aller mettre aussi en lumière ses réussites. Rester motivé, ce n'est pas toujours simple de pouvoir aussi avancer sur la question, de garder de la motivation. Cette communauté, donc maintenant, elle représente, je vous disais, 200 utilisateurs.
en national et international, ce qui nous donne aussi un peu des billes aujourd'hui pour pouvoir vous donner des clés pour aborder votre transition locale, quel que soit, je dirais, votre budget, l'engagement de vos confrères et consoeurs élus. Et j'espère pouvoir vous apporter quelques clés. Voilà, maintenant, c'est tout pour moi comme présentation, je dirais. Ce qui peut être intéressant à présent, c'est qu'on passe aussi à la présentation du parcours de mesdames les élus. Juste avant, en effet, on revient sur un premier livrable complémentaire. Quelle que soit votre avancée dans le plan climat, on a des vidéos en VOD. Ça veut dire que vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez sur des sujets qui sont très vastes, hein. Comment on implique ses communes, comment on va communiquer sur son plan climat, ou juste comment on en construit un si vous êtes à cette étape-là. Vous pourrez retrouver donc toutes ces formations que je vous invite à découvrir. Et maintenant, j'ai aussi hâte de savoir, mesdames les élus, ben, quel est votre parcours? Pourquoi la transition aujourd'hui dans votre carrière professionnelle et puis aussi bah, dans votre vie, j'imagine. Séverine, tu commences? Oui, bonjour à toutes. Donc, Séverine Vachon, je suis maire de Beauvoir, donc vice-présidente de Niort Agglo en charge du développement durable et donc en charge du plan climat, air, énergie territoriale sur l'agglomération du Niortais. Donc, nous, la démarche, elle a été lancée à l'échelle de Niort Agglo lors du précédent mandat, avec effectivement comme objectif d'agir sur le territoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment réduire la baisse des consommations énergétiques, augmenter la production d'énergie renouvelable et réduire les émissions polluantes. Donc, c'est la raison pour laquelle le territoire s'est pleinement engagé donc, dans la démarche. Et en fait, il a été élaboré un PCAET, donc ce qui a été indiqué il y a quelques instants, avec différents axes de travail. Donc, j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Le PCAET de Niort Agglo étant axé sur 4 grandes orientations, notamment sur le volet transition énergétique, la mobilité, la rénovation énergétique et l'habitat, et enfin le domaine agricole. Donc, c'est vraiment à l'aune de ces 4 grandes orientations que nous travaillons. Et l'idée, je pense que tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, c'est vraiment de mettre en cohérence des actions pour répondre aux enjeux de ce qu'on a pu dire il y a quelques instants, à savoir prendre en considération l'évolution climatique, la nécessité de résilience, la préservation aussi du foncier, toutes ces questions qui aujourd'hui ont un impact direct, je dirais, sur les vies de nos communes, de nos territoires, de la vie en général. Et donc, il était important pour nous de nous orienter très rapidement sur ces questions. Et moi, aujourd'hui, ma fonction, c'est vraiment d'animer ce PCAET à l'échelle de l'agglomération. Et quand on dit animer à l'échelle d'un territoire, ça ne veut pas forcément dire uniquement des actions qui concernent uniquement la collectivité Niort-Agglo, donc la communauté de communes, mais bien à l'échelle d'un territoire. Donc, ça veut dire derrière trouver aussi la manière de mobiliser les communes qui font partie de Niort Agglo, mais aussi tout le volet, je dirais, extérieur, à savoir les entreprises, les volets consulaires, les particuliers, pour que ça soit vraiment une démarche de territoire. Et c'est ça qui est important dans la démarche PCAET, c'est que ce n'est pas uniquement une volonté d'une collectivité de s'engager sur ces questions, mais bien une réflexion globale à l'échelle d'un territoire pour que, j'allais dire, tous les acteurs convergent vers un objectif commun, qui est celui de la résilience, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux enjeux climatiques qui deviennent maintenant prégnants j'allais dire, la planète de manière générale. Voilà. Alors, pour ma part, donc Stéphanie Poirier, tout comme Séverine, en fait, je suis la vice-présidente développement durable, transition écologique et énergétique de la communauté d'agglomération d'Épinal. On est une communauté d'agglo qui regroupe 78 communes, 120 000 habitants, 111 000 habitants, plutôt à vocation rurale. Premier mandat pour ma part et volonté d'avoir ce portefeuille en main
pour des raisons idéologiques et de convictions personnelles. Donc voilà, je rejoins ce que disait Séverine, hein. La mission qui est la nôtre en tant que vice-présidente, j'ai mes collègues qui me disent au revoir, désolée, c'est réellement d'être le chef d'orchestre. On a ce rôle central, on est là pour distiller les opérations, pouvoir les coordonner. On est réellement coordinateur de la stratégie. On n'est pas là pour imposer un choix un choix politique. Voilà, il faut qu'on ait réussi à conquérir l'intégralité. Donc Séverine le disait, hein, des acteurs du territoire, hein, que ce soit les communes, que ce soit les professionnels, voilà, tous les partenaires, mais également au sein de la collectivité, également l'intégralité des services. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement transverse, qui touche à la fois la cohésion sociale, qui touche l'urbanisme, qui touche la commande publique. Et donc, du coup, voilà, il faut qu'on puisse réussir à travailler main dans la main. Et c'est sans doute ça le gros défi de ce plan climat. La com d'Aglo est également engagée dans territoire engagé pour la transition écologique. Donc, c'est une labellisation ex-Citergy, qui a changé de nom. On a passé notre audit le mois dernier. Voilà, donc on veut être moteur au sein du territoire d'Épinal. Voilà ce que je peux vous dire pour le plan. Merci pour cette introduction au sujet, qui est un sujet assez large. Donc, on va aller en douceur dans la complexité au fur et à mesure. Passons donc à la slide suivante, Clémence. On va aborder, je dirais, la première thématique. Parce que quand j'ai commencé à préparer ce webinaire, et plus généralement quand je travaille avec des collectivités, c'est le caractère plutôt unique de ce sujet qui me vient souvent à l'esprit. Donc, je me suis posé la question, une question ouverte, hein, on peut en débattre. Est-ce que la transition locale, c'est un sujet unique, c'est un parcours unique? Tout d'abord parce que le sujet reste assez inédit. Donc, on sait que le changement climatique, ça impacte tous les champs d'action de la vie publique, c'est très médiatisé. Mais la transition reste quand même, dans de nombreux territoires, le parent pauvre des décisions politiques, des décisions budgétaires. Et l'expérience des élus locaux et des agents techniques aussi, il y en a peut-être parmi nous, fait face à des mêmes objectifs. Donc, c'est celui de faire sa place, parfois en détournant les codes, en détournant les habitudes de travail, en trouvant aussi des nouvelles manières de fonctionner. La transition et la carrière des femmes en politique sont tous deux des sujets novateurs qui font leur place depuis les marges, avec des expériences évidemment contrastées selon les territoires, les parcours personnels, etc. Je me demandais donc, mesdames, s'il y avait quelque chose de spécifique à votre mission d'être élue dans le domaine de la transition. Comment vous vous adaptez en fait dans un environnement de travail pour faire émerger un sujet qui est à la fois très médiatisé, mais encore peu approprié? Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, donc c'est Séverine qui s'exprime. Alors, vous m'excuserez par avance parce que comme je suis sur mon téléphone, je ne vois pas très bien du coup voilà, les remarques qui peuvent être formulées et je m'en excuse par avance. Alors, je pense que si ça peut rassurer certaines, il n'y a pas nécessité d'être un expert du sujet. Ça, c'est déjà le préalable. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir l'envie de travailler, j'allais dire, en commun, en concertation avec d'autres partenaires. Ça, c'est un préalable. Puisque, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure très justement, on est un peu le chef d'orchestre et l'animateur. Voilà. Il faut avoir cette volonté d'animer, j'allais dire, alors, si on élabore le projet, cette envie de concertation avec l'équipe technique, parce qu'on s'appuie aussi sur une équipe technique qui a les compétences et qui sait déployer, je dirais, ces éléments et voir un peu quelle pourrait être la trajectoire vers laquelle on souhaite aller. Mais une fois que le PSCAET est mis en place, c'est surtout une volonté d'animation. Donc, une animation avec, sur un point de vue technique, les services, puisque tous les services de la collectivité sont concernés par le PCAET. Il y a des enjeux, il y a des objectifs fixés pour chacun. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis les élus
qui portent aussi les politiques publiques de chacune de ces directions, qui doivent être des relais d'informations importants, qui doivent être des animateurs eux-mêmes de leur propre délégation. Donc, en fait, souvent, on a une difficulté à l'échelle d'une collectivité parce qu'on n'a pas un budget agrégé développement durable, puisque le développement durable, il est partout. Donc, en fait, par définition, on va dire, il doit émailler l'ensemble des politiques publiques et donc l'ensemble des directions. Et a fortiori, une fois qu'on arrive à animer, je dirais, à l'échelle de la collectivité, ces enjeux et d'essayer d'y répondre, il faut aussi aller plus loin et donc avoir ce réflexe-là d'aller auprès des collectivités membres de l'Interco. Donc, nous, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle un réseau de développement durable où on a identifié des personnes dans chaque commune et régulièrement, on se fait des points pour aborder la manière dont ça se passe dans leur commune, voilà. Comment chacun peut progresser aussi collectivement sur des sujets et se perfectionner et se former, que ce soit sur les énergies renouvelables, enfin sur plein de sujets différents en faisant intervenir des partenaires extérieurs. Et puis après, il y a le troisième volet qui est le volet, je dirais, un peu plus privé. Mais par exemple, sur nos territoires, pour répondre aux objectifs et aux trajectoires, quand on parle de transport, par exemple, s'appuyer sur des grands transporteurs, par exemple, qui travaillent à l'échelle de l'Interco, c'est intéressant. Nous, on a des mutuelles, par exemple, à l'échelle de Nuraglo, donc eux aussi sont des vecteurs forts parce qu'ils ont un potentiel, j'allais dire, de salariés très important sur lequel ils peuvent jouer, hein. Ils ont des milliers de salariés. Donc là aussi, on a l'agriculture, donc il faut s'appuyer sur la chambre d'agriculture, les chambres consulaires, et puis a fortiori, après il y a des actions en direction des particuliers. Je pense par exemple à des questions liées à la plantation, des choses comme ça, qu'on peut accompagner. Et l'idée vraiment, c'est d'arriver à émailler pour que chacun prenne sa part. Pour ceux qui connaissent la petite histoire du colibri, finalement, l'idée, c'est pas qu'il y ait une collectivité qui décide pour les autres et qui impose un modèle. L'idée, c'est vraiment que les objectifs soient partagés et que chacun prenne sa part pour répondre à l'objectif global de réduction, je dirais, des émissions de CO2 et atteindre effectivement cette sobriété énergétique qui devient maintenant un objectif essentiel à l'échelle du territoire. Voilà. Et bien, pas grand-chose à rajouter à Séverine. Hormis le fait, pourquoi élu, vous êtes toutes élues, donc on le fait parce qu'on a une envie, je pense, de travailler pour le bien commun. C'est quelque chose, à mon avis, qui nous importe, d'œuvrer pour le bien commun. Et après, le développement durable, transition énergétique et écologique, non pas parce que c'est un sujet d'avenir, mais c'est sans doute mon passé de bénévole au sein de différentes structures associatives qui fait que du coup, je m'y retrouve. Et puis parce que depuis, je suis issue d'une famille avec une maman qui travaillait dans l'agriculture sur un métier un des plus compliqués, qui en tout cas, à mon avis, qui est l'activité de maraîchage. Et donc, du coup, voilà. Donc, sans doute aussi lié à mon histoire. Et puis, pour compléter ce qu'a dit Séverine, en effet, chaque territoire a ses particularités. On a un département, en tout cas un territoire rural. On a la moitié des terres qui sont agricoles et moitié des terres qui sont forestières. Et donc, du coup, ça a aussi un impact sur les politiques qu'on va pouvoir mener. Donc, le plan climat, quand bien même il soit structuré de la même façon sur la communauté d'agglomération de Niort ou celle d'Épinal, les actions qu'on va retrouver à l'intérieur, il y aura des actions qui seront spécifiques à notre territoire. Et donc, ça, il faut bien le comprendre. Il faut pouvoir incorporer tout le monde dans ce projet et que tout le monde fonctionne main dans la main. Alors, pour les services, nous, on fonctionne sous forme d'une charte d'engagement, tout simplement. C'est le binôme VP, élu et responsable des services. Ils s'engagent. On l'a mis en place l'année dernière. Donc là, on est en train de faire le premier diagnostic au bout d'un an. Ils se sont engagés sur des chiffres, sur des objectifs quantifiés. Ça, c'est une grande nouveauté parce que dans la fonction publique, en tout cas dans la gestion d'une collectivité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est courant. Et donc, du coup, ça va être à horizon de 2024, il n'y aura plus une seule chaudière fuel sur les bâtiments, par exemple, de l'agglo. Voilà. Et chaque service, comme ça, s'est engagé dans une charte
Et puis, le but, c'est qu'on puisse faire ce fameux point en se disant, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Quels ont été les freins? Quelles sont les bonnes actions qui ont pu être mis en place? Voilà. Donc, plutôt, on est plutôt dans une phase de concertation, de consensus permanent pour qu'on puisse tous aller dans la même direction et que ce ne soit pas considéré comme quelque chose de contraignant. On ne veut pas, et on y tient, on ne veut pas d'une contrainte sur cette fameuse transition parce que sinon, ce sera contre-productif et ce sera contre-courant. Voilà. Par rapport aux communes, 78 communes sur le territoire, c'est énorme. Donc, forcément, elles n'ont pas les mêmes envies, elles n'ont pas les mêmes intentions. Donc, c'est plus compliqué pour les tirer avec nous sur tous les sujets. On travaille sur des… On a œuvré sur des groupes de travail, sur des communes qui sont plutôt volontaires ou qui rentrent dans des projets, par exemple sur des réseaux de chaleur. Voilà. Et puis, on va du coup essayer celles qui ont des projets, elles vont rencontrer celles qui l'ont déjà fait pour pouvoir fonctionner au mieux et mener au mieux leur projet. On s'appuie énormément sur les communes qui sont plutôt vertueuses, en effet rebond, où on les fait visiter aux autres maires pour qu'ils puissent s'appuyer dessus. Et puis évidemment, avec l'intégralité des autres partenaires, pour nous, ça va être une partie avec le pays qui va œuvrer sur tout ce qui va être le plan alimentaire territorial, une partie sur les SCOT, sur tout ce qui va être ingénierie, sur plan paysage par exemple. Et donc, du coup, voilà, c'est beaucoup de concertation, c'est beaucoup de consensus. C'est beaucoup de douceur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être plus de femmes sur ce genre de fonction. Voilà. C'est très intéressant parce que justement, la thématique suivante, c'était sur la question des compétences. Et finalement, vous y avez déjà répondu. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, ce n'est pas nécessairement la compétence, l'expertise technique sur la transition, sur le climat, le changement climatique qui doit vous freiner, en fait. Si vous ne connaissez pas le sujet, il y a d'autres personnes qui seront en capacité de vous transmettre leur expérience. Par contre, il y a des compétences qui mettent plus de temps à apprendre. Et celles-là, si vous les avez, en fait, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que finalement, je le dis souvent pour les chargés de mission plan climat, donc les agents techniques qui mettent en œuvre ce plan climat, c'est un nouveau métier. On n'a pas de formation initiale qui nous prépare à ça, comme on a un BTS coiffure qui nous amène avec des compétences très spécifiques. Donc finalement, on va devoir élargir notre champ d'action avec des compétences. Alors, ça va être du management, de la psychologie, parfois même des notions en termes de sociologie, parce que forcément, quand on parle de climat, on ne peut pas en parler de la même manière à tout le monde. Donc, il faut aussi comprendre qu'on s'adresse à des publics qui sont différents et des personnes qui attendent peut-être d'autres choses que vous de la transition. Et cette flexibilité-là, qui demande pas mal d'énergie, mais qui aussi va vous permettre de rencontrer plein de personnes très différentes les unes des autres. Donc, c'est vraiment ça la richesse et aussi les compétences que vous pouvez développer dans ce milieu. Donc, ça peut être aussi intéressant pour certaines élus ou agents techniques, parfois de faire des formations complémentaires sur des sujets auxquels ils ne se seraient pas attendus au départ, mais qui vont vous permettre aussi d'anticiper ça. La dernière, je dirais, on peut passer 2 slides, même Clémence, comme on a parlé des compétences. Allons, tu peux revenir juste celle d'avant. Encore avant. Non, là, on va après. Donc, ce serait plutôt pour revenir. Voilà, parfait, exactement, celle-là. C'est quelque chose que je vous ai entendu dire aussi un peu en filigrane, la question des relations avec les autres. En fait, la mise en place de projets complexes, de solutions aussi innovantes comme on essaie de le faire chez Future Proof Cities, ça demande d'accepter de changer ses méthodes de travail, de tester des solutions plus créatives, d'adapter aussi son management. Et pour tout ça, pour prendre ces initiatives-là, la question de la personnalité, elle est essentielle dans une administration. Et la configuration des personnalités, elle est, je dirais, dépendante de plein de choses. Les relations hiérarchiques, les rapports de force politiques, la confiance en soi, la confiance qu'on porte aux autres, la perception aussi de sa propre légitimité, qui est aussi une question qu'on aborde beaucoup sur la place des femmes en politique, comment je prends confiance en moi et je peux aussi arriver à prendre la parole. Donc, un élément important pour se repérer là-dedans, quand on est
soit une jeune élue ou qu'on vient d'arriver dans un nouveau territoire, par exemple, c'est d'identifier un peu son propre profil. Clémence, je propose qu'on passe à la slide suivante. Et vous allez voir, c'est un petit exercice qu'on va faire aujourd'hui ensemble qui va vous aider à élaborer une stratégie en fonction de votre personnalité. Vous n'avez pas besoin, comme on le disait, d'être comme un autre territoire ou comme une autre élue pour vous faire aussi votre propre parcours là-dedans. Par contre, c'est important de repérer comment on est pour aussi aller chercher d'autres personnes qui ont des personnalités qui sont complémentaires aux nôtres. Donc, on a chez Future Plus Cities, pour un peu aussi comprendre comment les territoires fonctionnaient, défini 4 personnalités, je dirais majeures, qu'on rencontre chez les décideurs dans le climat. Je vous propose, je vais vous les lire. Dans le chat, vous pouvez aussi dire à laquelle vous vous connectez un peu le plus. Et mesdames les élus, je vous proposerai aussi de faire le même exercice par la suite. Séverine, je vous lis aussi en entier comme vous êtes sur téléphone, comme ça vous voyez bien parce que... Alors, il y a 4 types. On commence par les 2 plus expérimentés, je dirais. L'exécutant. L'exécutant, il veut bien s'engager dans le climat, mais il a envie qu'on lui montre comment. Il ne sait pas exactement comment faire. Il a une posture qui est plutôt, je dirais, passive, dans le sens, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la première décision. Par contre, il veut voir les options existantes, les contraintes, les opportunités et comment il pourrait s'engager. L'exécutant, je dirais son complémentaire, c'est l'idéaliste. L'idéaliste, c'est une personne qui fait, par exemple, de la lutte, en l'occurrence du changement climatique, c'est sa priorité numéro 1. Il veut passer à l'action. Je dirais sa mission, c'est plutôt d'engager les personnes autour de lui, donc de fédérer autour pour qu'on arrive à cet objectif. Alors, en termes de proportion, les exécutants et les idéalistes ne sont pas forcément surreprésentés dans l'émission. Vous n'avez pas besoin d'être entouré que de personnes qui vont avoir le savoir technique et qui vont exécuter la vision et d'autres qui vont avoir des visions. Il y a aussi d'autres types de personnalités. Le curieux, par exemple. Le curieux, il est intéressé par le changement climatique comme n'importe quel autre sujet. Par contre, il a beaucoup de priorités, des priorités qui ne sont pas celles-là. Il faut lui montrer que ça, il devrait en faire une priorité. Ainsi, quand il sera convaincu, on pourra avancer ensemble. Et le dernier type, c'est l'inexpérimenté. Il a entendu parler globalement de l'empreinte carbone, mais il n'a aucune idée de savoir comment on va y arriver et surtout pourquoi est-ce que lui, il devrait le faire. Donc, ça deviendra important au bon moment quand ça se présentera. Est-ce que, mesdames les élus, donc entre l'exécutant qui a envie qu'on lui montre les choses, comment on va faire, il n'a pas forcément d'expérience, mais il est convaincu que quand même, il pourrait s'engager derrière quelqu'un et appliquer aussi certaines idées, entre l'idéaliste qui a une vision, qui a envie d'engager, de s'entourer, le curieux qui a fait pas à pas, je dirais, son expérience dans la transition, et l'inexpérimenté qui est en train de se demander pourquoi il ou elle a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Alors, je vais peut-être commencer. Moi, je suis un mix des 4, comme ça va bien. Pour mes collègues élus, je n'ai pas du tout une formation ni de technicienne, ni d'ingénieur, encore moins dans le milieu scientifique. J'ai un cursus très politique éco et très gestion de patrimoine. Juste pour vous donner un cadre. Pour autant, je suis très curieuse sur ces questions-là. Je suis un peu idéaliste, en effet, parce que j'ai envie d'améliorer la situation et je pense qu'il est plus que temps. Je suis une bonne exécutante, je dirais, mais dans la limite du raisonnable, parce que je vous le disais, j'ai des défauts. Je ne suis pas une scientifique. J'ai une chance inouïe quand je suis arrivée sur la communauté d'agglomération d'Épinal, c'est que Adeline Evans qui m'a chargée d'une mission qui est en charge du plan climat. Et puis également le service énergie, Samy, entre autres, ont bien compris que j'avais des lacunes. Mais ils ont été particulièrement à mes côtés pour que je puisse appréhender au mieux. Alors, il y a un gros travail que j'ai réalisé moi-même, puisqu'on venait, le diagnostic sur le climat venait d'être réalisé. Il devait être voté 6 mois après en conseil communautaire, donc on était en phase de validation de l'intégralité des fiches actions.
Et bien tout simplement, on a été élu en juillet 2020. Et bien mon mois de juillet, mon mois d'août, je l'ai passé à lire les 1600 pages du diagnostic du plan climat. Voilà, alors c'était pas tous les jours très drôle parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas. Mais j'ai une chance inouïe d'être accompagnée par les services techniques. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on arrive à mener d'aussi belles missions qu'on prendra le temps de vous présenter tout à l'heure. Mais c'est parce qu'il y a un réel duo élu et service. Il n'y aurait pas ce duo-là. Ce serait bien plus compliqué. Il ne faut pas qu'à la fois les services prennent le pas sur l'action que vous voulez mener et il ne faut pas que l'élu impose. Les services savent si c'est possible ou pas d'un point de vue technique, d'un point de vue ingénierie, d'un point de vue financier, parce qu'ils ont cette habitude-là. Et puis, comme parfois, ils veulent monter aussi certains projets, ils ont besoin de ce soutien élu pour qu'on puisse convaincre nos autres VP élus et puis le président parfois, parce que c'est quand même lui qui décide quand même de l'attribution des fonds au moment du budget. Donc, du coup, voilà, donc je fais un joli mix des quatre et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interdire les choses. Et voilà, je pense que c'est possible pour tout le monde. Alors, si je prends mon cas particulier, je rejoins assez ce que dit Stéphanie. Je pense qu'on est tour à tour l'un ou l'autre, en fait. Je pense qu'en tant qu'élu, élu, on est forcément curieux, sinon on ne serait pas déjà investi, je pense, dans une mission au sein d'une collectivité. Donc ça, c'est déjà, je dirais, le préalable de tout engagement, c'est d'être curieux, d'apprendre et d'avoir envie de se perfectionner. Mais ça, c'est tout au long de la vie. Donc, évidemment, qu'on l'est tous. Après, à un moment donné, on est forcément toujours un petit peu inexpérimenté sur tel ou tel sujet. On ne peut pas être des experts de tout. L'idée étant quand même, au fur et à mesure du temps, de progresser et d'arriver à avoir une vision globale à l'échelle d'un territoire, puisque le PCAET, comme je disais, ça englobe l'ensemble des directions d'une collectivité. Donc, moi, par exemple, quand on m'a parlé phytoépuration des eaux usées, voilà, moi, je ne suis pas une experte non plus du sujet. Donc, ça fait partie des sujets. C'est un exemple parmi d'autres, hein, où l'ambroisie, je n'étais pas non plus une spécialiste. Voilà, c'est des micro-sujets qui sont englobés dans les fiches actions et qui, du coup, à un moment donné, nous questionnent et nous imposent finalement d'avoir un peu cette connaissance qui reste relative, hein, puisque, comme c'était dit tout à l'heure, on s'appuie sur des services, on s'appuie sur des gens qui ont la technicité. Mais l'idée, c'est de progresser, d'arriver à avoir cette vision globale et de tendre, puisque le PCAET, il y a quand même une dimension un peu, non pas idéaliste, mais en tout cas d'un objectif ambitieux. Donc après, l'ambition, est-ce qu'elle est derrière idéaliste ou pas? Ça dépend le degré d'ambition qu'on se donne. Mais l'idée étant de progresser, il faut quand même se donner des objectifs importants. L'idée étant toujours la trajectoire. Enfin, il y a une phrase très simple qui dit à un moment donné, l'idée, c'est pas forcément d'atteindre les étoiles, mais en tout cas, d'essayer de tendre vers. Et le PCAET, c'est surtout tendre vers. C'est une démarche. Voilà. Et après, pour réaliser ça, effectivement, il faut savoir mettre en place des choses très précises, des groupes de travail, ça a été dit, une animation particulière, et d'exécuter effectivement tout ce qu'il peut y avoir en termes de fiches action, cette animation de territoire, etc. Donc, on est tour à tour l'un ou l'autre. L'idée étant d'avoir, je pense, à terme, une vision globale et une volonté de faire avancer les flux. On a quelques réponses dans le chat avec des profils assez différents. On a Marie-Joseph qui se dit idéaliste. Juliette qui est un peu comme vous, Stéphanie et Séverine qui est idéaliste, curieuse et exécutante. Amandine est exécutante qui tente de plus en plus vers idéaliste. Anne-Marie a l'impression d'être une idéaliste entourée de curieux et d'inexpérimentés. Florence est idéaliste et exécutante. Lynn est élue d'opposition, idéaliste, inexpérimentée, qui déplore le manque d'engagement de la majorité dans la transition écologique et locale. Marilyn est plutôt exécutante. Et Florence nous dit, au départ, tout est toujours impossible si on écoute le DGS, par exemple, dans une commune. Donc, il faut y croire et le rendre possible. Le plus difficile est de convaincre les autres élus. Voilà, si je peux me permettre, ce qui est important aussi, c'est de voir parfois, on peut avoir des grands objectifs, mais quand on s'attelle à la réalité, on voit qu'il peut y avoir aussi des points de blocage. Donc, c'est comment on arrive aussi à dépasser ces points de blocage et comment on arrive à mettre en place des actions. Alors, parfois, ça ne se fait pas facilement, ça prend du temps.
Mais comment on arrive finalement à débloquer les choses pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir aussi que finalement, l'expérience aussi vous a permis d'être un peu des couteaux suisses et que c'est plutôt l'adaptabilité qui fait la force plutôt que de se définir avec de certaines compétences très fixes. Après, si on se reconnaît dans simplement un des archétypes, pas de panique, hein, en fait, pour mener à bien des projets de transition, il faut trouver du soutien, quoi qu'il arrive. Et vous n'avez pas besoin de vous trouver uniquement autour d'exécutants et d'idéalistes pour avancer dans votre projet de transition. On peut passer au sujet suivant qu'on a en fait évoqué aussi à travers ces archétypes de personnalité. On peut passer encore à la... Ouais, voilà, c'est ça. Merci, merci Clémence. C'est sur la question de cette complémentarité technique, agent. C'est quand même les personnes avec lesquelles vous êtes en discussion un peu en permanence. C'est un peu le premier soutien que vous pouvez trouver. Et eux aussi ont un grand besoin de soutien de la part de leurs élus parce que c'est eux qui élargissent leur réussite, qui portent aussi parfois leurs demandes. Quand on a commencé avec des territoires à travailler sur leur plan climat, c'était il y a presque 20 ans, chez Futureproof Cities, on a en fait co-développé donc, cette plateforme avec les territoires. Et donc, on a pu aussi synthétiser les difficultés que les agents rencontraient dans leur exercice de leur travail. Je pense que c'est un moment intéressant aujourd'hui de pouvoir transmettre aussi leur expérience, parce que ça fait aussi une grande partie de votre expérience professionnelle, de la qualité aussi de vos échanges avec les autres. Ils ont un manque de temps assez cruel, un manque d'équivalent temps plein aussi, pour exercer leur mission pleinement. Donc, il y a une certaine dose de stress, parfois même de turnover, qui est assez important sur cette mission-là. Ça aussi engendre un coût important pour les collectivités, hein, quand il y a des personnes qui partent, qu'il faut les remplacer. Donc, c'est aussi un moment d'attention à porter à ces agents pour qu'ils se sentent bien aussi dans cette mission-là. Très souvent, je dirais presque tout le temps, il y a un manque d'outillage numérique pour pouvoir suivre de manière aussi moderne et complexe que les politiques de transition nous le demandent. Ça veut dire que dans beaucoup de territoires, on va utiliser par exemple des outils comme Excel, mais qui ne sont pas des outils qui sont appropriés ou alors des outils qui sont obsolètes pour ce genre de projet aussi complexe. Et on l'a dit, les projets de transition, c'est la diversité des tâches, des compétences à aller chercher. Donc, c'est vrai que les compétences en termes de gestion de marché public, de management, de communication, elles sont assez grandes et il y a un besoin d'aller les accompagner. J'ai illustré sur la droite, vous voyez une petite photo avec une grande équipe réunie. C'est la session de lancement du pays du Saint-Quentinois, dans les Hauts-de-France. Ça veut dire le moment où, en fait, où on les prépare à se lancer sur la plateforme Futureproof Cities. C'est un moment qui est extrêmement important parce que les agents techniques, en fait, avaient besoin d'une gestion moderne, collaborative de leur plan climat. Ça s'est transformé en réalité très rapidement grâce à la confiance, en fait, qu'il y avait entre 3 personnes. La chargée de mission plan climat, la directrice du pôle environnement et déchets et l'élu, Madame Macaré, qui est peut-être présente avec nous aujourd'hui. Donc, ils avaient voté officiellement leur plan climat le 7 décembre 2021, après 200 ans de construction du plan. Et le moment où ils ont rendu leur plan climat officiel, ils se sont rendus compte qu'ils avaient presque déjà atteint tous leurs objectifs de plan climat. Et pourtant, l'agglo du Saint-Quentinois, c'est 60 000 habitants. On est dans les Hauts-de-France, ce n'est pas la région la plus dotée, je dirais, en termes de fonds. C'est une commune-centre avec un grand nombre de communes rurales autour. Et je pense que leur réussite, ils la doivent à la confiance que ces personnes, et notamment ces 3 personnes, ont réussi à développer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, au-delà des capacités budgétaires, au-delà de est-ce qu'on est, je dirais, une tête d'affiche en termes de transition. C'est vraiment sur ça que se joue la réussite et aussi la qualité de vie au travail, parce qu'on est content de pouvoir travailler avec des personnes qui, même si elles n'ont pas forcément toutes les mêmes visions que nous, les mêmes avis que nous, partagent l'envie d'avancer ensemble dans cette trajectoire. Je vous communique, on peut passer à la slide suivante, Clémence. Si vous voulez aller plus loin ou même transmettre cette université à vos agents techniques, donc c'est une formation que j'ai réalisée qui est dédiée aux chargés de mission plan climat. Comment on accompagne ce nouveau métier?
comment on a plus d'assurance, on a plus d'impact dans cette mission. Ça peut être intéressant pour vous-même à voir comment travaillent vos agents techniques ou pour leur transmettre. Et ce qui m'amène, mesdames, à vous poser une question sur la question des relations. Est-ce qu'il y a certaines rencontres, certaines relations professionnelles qui ont été marquantes, décisives, que ce soit concernant la formation de vos convictions, hein, ou alors la progression aussi de votre parcours dans la transition? Je dirais tout simple. Enfin, moi, c'est vraiment la rencontre avec la chargée de mission. Enfin, ouais, je ne sais, je pourrais pas rajouter mieux que ça. Enfin, s'il n'y avait pas eu Adeline, il n'y aurait pas ces démarches-là. Enfin voilà, elle est prête à innover, elle est prête à chercher, à passer des heures. Je pense que des fois, je la fatigue parce que j'arrive un jour en lui disant on va sauver les mousses dans la forêt parce que c'est des puits de carbone. Et puis, 2 secondes après, je lui fais, ce serait peut-être bien qu'on essaie de faire un appel, un projet sur le numérique. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est une vraie belle rencontre, clairement, s'il n'y avait pas ce plan climat. Il n'y aurait pas ce plan climat sans les services, indéniablement. C'est des belles rencontres, mais de façon globale, sur l'intégralité des services, c'est des belles rencontres. Oui, moi je dirais, c'est aussi la volonté politique parfois qui est importante, parce que sans la volonté politique, on sent parfois qu'il peut y avoir une difficulté à mettre en œuvre et en musique les choses. Donc c'est vrai que nous, la volonté du président de Nuraglo, c'est vraiment de s'orienter sur cette démarche-là, en sachant que la ville-centre, hein, qui est la ville de Niort, est déjà engagée dans une démarche ODD, donc Objectif de développement durable, donc une démarche assez importante à l'échelle de la ville-centre. Mais il fallait après embarquer l'ensemble du territoire. C'est pour ça que le plan climat et énergie territoriale prend toute sa dimension, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes éléments, mais ça permet aussi d'aller sur des compétences qui ne sont pas propres à celles de la commune-centre, mais aussi sur des compétences en propre de l'agglomération. Donc ça, c'est important, je pense, d'avoir ce soutien, je dirais, pas moral, mais en tout cas, cette volonté politique d'avancer. Et après, effectivement, je pense qu'il est important, c'est qu'il y ait une vraie prise en compte de cette dimension-là à l'échelle, alors, des techniciens, évidemment, parce que ce sont eux qui font vivre au quotidien le PCAET, et nous, on est très bien entourés sur cette question-là, même si on pourrait toujours espérer être plus nombreux, évidemment. Mais je pense que ce qui est important derrière, c'est d'avoir peut-être un DGS et des DGA qui s'imprègnent du sujet et qui ensuite font rayonner le sujet à l'échelle de leur direction. Parce que sans ça, il y a toujours, comme vous disiez tout à l'heure, des sujets prioritaires. Il y a des PLUI, il y a plein de dossiers à traiter, d'AVECO, d'assainissement, de déchets. Mais il faut à chaque fois regarder les actions qui sont portées par les directions à l'aune de cette démarche PCAET et demain ODD ou de labellisation diverses et variées qu'on peut aller marger sur ces sujets-là, pour que vraiment il y ait ce management d'équipe aussi qui soit porté à l'échelle, j'allais dire, technique, voilà, des directions. Parce qu'après, au niveau politique, on sait bien aussi, hein, on dit les agents n'ont pas beaucoup de temps, mais parfois les élus sont aussi très pris par leurs activités. Ils peuvent être dans une collectivité, dans une autre. On peut être bousculé par plein de réunions, plein d'actions de terrain, etc. Donc, il faut arriver à créer cette dynamique et surtout que les élus et les techniciens sont mobilisés conjointement vers ce même objectif et qu'on arrive à trouver du temps. Ça, le temps, finalement, c'est un vrai sujet en soi pour avancer ensemble sur ces questions. Merci pour vos apports. Je vous propose que, au vu du temps, on passe la dernière thématique qui était sur la communication. Simplement, ce qui peut être intéressant quand même, juste slide suivante, Clémence, c'est qu'il y a un guide climat qu'on met à votre disposition, donc un guide sur la communication.
quelle que soit la taille de votre territoire, pour développer une stratégie efficace de communication avec différentes manières d'y arriver. Si vous voulez télécharger le guide, c'est complètement gratuit et puis ça peut vous aider aussi à faire vos premiers pas. Je pense que voilà, on a un moment pour présenter vos actions clés sur votre territoire, quels projets vous avez pu mettre en place, lesquels vous êtes le plus fiers et puis aussi qu'est-ce qui va se passer sur vos territoires prochainement. Alors, je vais essayer de ne pas manger beaucoup de temps parce que je vois que nous sommes bien avancés dans l'heure. Donc, 4 axes que je vais vous présenter. Je vais faire très succinct. Je vais vous donner des idées. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on va passer toutes les données de diagnostic et de vulnérabilité du territoire parce que voilà, en plus, je pense que beaucoup de monde les connaît déjà. Donc, on a l'axe 2 qui… Je ne vais pas vous parler de l'axe 1 puisqu'on est sur de la structuration, donc ça n'a pas d'intérêt. L'axe 2, c'est engager l'ensemble du territoire. Donc, c'est 22 fiches actions, en tout cas pour la com d'agglo. C'est la mobilisation de la société civile, notamment avec les bons gestes au quotidien, avec sensibiliser les citoyens à un changement donc, de comportement, avec les conseils info énergie, les défis famille énergie positive, la sensibilisation à la qualité de l'air. On a un guide à disposition des collectivités pour notamment les aider dans les mesures pour leurs écoles. Nous avons là, en cours d'ouverture, la maison de l'habitat, donc du coup avec un appartement qui a été réalisé afin de pouvoir, la maison de l'habitat se veut à la fois le lieu, le siège social de l'agglomération, on retrouve l'intégralité des services et la porte d'entrée pour le citoyen dans ses démarches de rénovation de sa maison. Et donc, du coup, on a créé ce fameux appartement où on y apprend à réaliser des éco-gestes. Ça va être également mieux associer les citoyens aux actions. Donc, ça va être s'appuyer, par exemple, sur des associations du type territoire zéro chômeur de longue durée pour mener des actions concrètes sur l'aménagement de local, par exemple, à base de produits recyclés, évidemment, on est dans une notion économie circulaire. Coopération avec le monde de l'éducation et de l'information, c'est la première action que j'ai menée sur l'agglo. Quand je suis arrivée, première action que j'ai voulu mener, c'est de se dire, je veux un projet pédagogique à destination des enfants. L'effet rebond est hyper important. C'est des bons ambassadeurs, nos petits schtroumpfs. Et donc, du coup, voilà, c'est la première mission que j'ai voulu mettre en place. On a réussi. Et je voulais qu'il soit disponible pour l'intégralité des communes de l'agglo. Et donc, du coup, c'est l'agglo qui prend en charge l'intégralité de ce service-là. Et puis, c'est une belle réussite aussi parce que première fois également, c'est une première nationale, mais ce partenariat, on a également mis en place avec l'IME pour des enfants qui présentent des troubles, différents troubles de l'handicap. Et c'est une première nationale. Et donc, on est plutôt fiers de ça sur le territoire. On va coopérer également avec le service public, parce que le but, c'est d'accompagner les publics sensibles au changement climatique. Donc ça va être plutôt un volet santé-environnement. Donc, on a inscrit dans notre contrat local de santé tout un volet santé-environnement. Alors, ça va un petit volet important sur les guides sur les perturbateurs endocriniens. On travaille du coup avec le service cohésion sociale. Voilà, c'est des choses qui sont assez concrètes, qui peuvent être mises en place de façon rapide au sein d'une collectivité. C'est juste de la volonté et juste aller chercher les bonnes subventions derrière. C'est tout, les bons appels à projets. Et c'est des thématiques qui sont facilement réalisables sur le territoire. Toujours dans cette notion d'engager l'ensemble du territoire, ça veut dire aussi coopérer avec l'intégralité des acteurs économiques. Alors, on est un territoire à dominante agricole, dominante rurale, mais pour autant, on n'a pas l'intégralité des compétences. Donc, c'est le pays d'Épinal qui porte le projet alimentaire territorial. Le but étant de valoriser les circuits courts, le but étant d'expérimenter certaines démarches.
On a un gros axe sur développer la filière bois, construction et la production d'éco-matériaux. La moitié du territoire est couvert par la forêt. Donc, ça va être notamment avec la mise en œuvre d'une charte forestière, accompagner la promotion des filières des isolants biosourcés. Donc, pour ça, c'est qu'on met en place des aides financières à destination des particuliers et donc sans condition de ressources. Donc, voilà. Donc, on met des fonds derrière. C'est structurer la filière bois-énergie. Et ça, c'est pareil, c'est une demande, ça a été une grosse demande de la part des communes. Hein. Vous le savez, les énergies fossiles tendent à disparaître. Elles sont plus néfastes en termes de gaz à effet de serre. Donc, il faut impérativement qu'on puisse s'améliorer. On a une richesse qui nous est propre, nous, dans les Vosges, c'est ce bois. Et donc, du coup, on travaille avec l'ONF. On travaille, on a une démarche Green Valley. Vous voyez les éléments qui s'affichent ici. C'est exemplaire. Ce qui a été fait sur le pôle économique est exemplaire. C'est la papeterie qui permet donc du coup de chauffer les activités annexes. Donc on est vraiment sur l'écologie industrielle territoriale, mais qui fonctionne bien. Et Pavatex, qui est juste à côté de cette fameuse papeterie, est le leader français, voire européen, je dirais, du matériau biosourcé. Voilà, je ne vais pas vous donner les stats sur la séquestration de carbone quand on utilise des matériaux bois ou biosourcés, mais c'est juste exceptionnel. Donc voilà, et on fait attention parce que malheureusement, le dérèglement climatique qui est venu par là, nos forêts ont été attaquées violemment les trois dernières années, des étés très chauds, des gels tardifs. Nos forêts souffrent, on a le scolyte qui est arrivé. Notre but aussi, c'est de repenser et de voir comment on peut travailler de façon harmonieuse cette filière bois qui nous tient à cœur. Alors moi, je suis très idéaliste, hein, on va reprendre les éléments. Voilà, je voudrais impérativement inscrire le territoire dans la charte de l'arbre. Je voudrais que ça devienne l'emblème de l'agglo. Il me reste encore 4 ans de mandat. J'espère sincèrement pouvoir le faire. L'axe numéro 3, comme tout le monde, c'est un volet qui est relatif à l'urbanisme et au bâtiment durable. Donc, on est rentré dans différents dispositifs. On est donc le chef d'orchestre. Voilà, le PCI est chef d'orchestre et on met à disposition nos services auprès des communes. Donc, on a un partenariat avec une structure qui s'appelle Ville, je ne sais plus, c'est Ville de demain, je crois, Bimbi Bounty. Le but étant de réaménager l'espace foncier existant. C'est une AMO à destination des collectivités. Ça va être une étude sur l'intégralité des constructions sur du photovoltaïque. C'est une gestion globale du patrimoine bâti où on aide les communes à faire leur diagnostic énergétique, profil thermique. Voilà, c'est à la fois sur les bâtiments de l'agglo, où on se veut vertueux, donc on le fait. Donc, on est rentré dans une démarche qui s'appelle l'EA, l'efficacité autofinancée, l'efficacité énergétique autofinancée. Et puis, on l'a mis, du coup, à disposition de l'intégralité des communes par un appel à manifestation d'intérêt. Voilà. Ce qu'on fait pour l'agglo, on le fait pour les communes. On y tient beaucoup. En plus, la rénovation énergétique est un réel enjeu. On a une vacance très importante sur le territoire. On a décidé également de mettre en place des aides financières supplémentaires, sans condition de ressources, sur des biens qui sont vacants depuis plus de 2 ans et qui ont plus de 15 ans. Donc, la communauté d'agglo met des fonds à destination des particuliers et du coup, on a demandé ces fonds supplémentaires qu'on met sans condition de ressources. Il y a un abondement qui soit réalisé par la commune. Alors, en fonction de ses besoins, c'est 2 000 € par projet. Mais voilà, le but étant qu'on prenne tous conscience qu'il faut aller dans le même sens et ça marche plutôt bien. On va passer du coup à la prochaine slide où on va parler de la gestion vertueuse des flux du territoire. J'ai la chance d'être arrivée dans une collectivité où la transition énergétique avait déjà été mise en place. On sort d'une démarche TFCV. On a un président de l'agglo qui est particulièrement
volontaire sur ces questions. Et donc, en fait, il y a une SEM TerreNR qui a été créée, enfin, il y a une société d'économie mixte qui a été créée qui s'appelle TerreNR, dont le but est donc de financer les produits, les projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc, ça va des projets éoliens en passant par le photovoltaïque, le solaire au sol sur les anciennes décharges, sur les anciennes friches industrielles, on est en train de regarder. Évidemment, alors on va sans doute expérimenter sur l'agrivoltaïsme, histoire de maîtriser le cas échéant, le développement de ce genre de procédés. Voilà, donc c'est un gros volet de notre gestion vertueuse pour évidemment augmenter notre production énergétique renouvelable. Il y a l'hydroélectricité aussi, j'en ai pas parlé, mais en tout cas, du coup, voilà. On va valoriser évidemment, comme tout le monde, les déchets, économiser l'eau. Alors, économiser l'eau, on vient de rentrer dans un dispositif qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est la gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà, donc on a des communes qui se sont appropriées le sujet. Donc, pareil, on met en place l'AMO pour les communes, et puis on est en train d'expérimenter des nouveaux procédés. Ça va être également le déraccordement de ces eaux pluviales sur ces bâtiments communautaires ou communaux. Voilà, c'est plein de petites choses qu'on peut réaliser. Ça va être la mise en place. Ça va être aider les communes également dans une gestion différenciée sur leurs espaces verts sous forme de collation. Voilà, on essaye d'entraîner les communes dans différentes actions. Ça va être également passer des partenariats avec GRDF pour verdir l'approvisionnement local de gaz. Et puis, on aura un axe qui est évidemment relatif à la mobilité. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de concret. Mais pareil, quelque chose qui est assez innovant, c'est pareil. C'est que le plan mobilité va être… là, on est en enquête publique. Donc, il risque d'être adopté à la fin de l'année. Il a été co-construit avec l'intégralité des collectivités. Voilà, c'est qu'il y avait un bureau d'études qui avait été mandaté, il nous a rendu une copie qui n'était pas conforme au territoire, à notre territoire rural, à notre particularité. Et donc, du coup, on a fait un gros virage à 360 degrés. On s'est appuyé des services d'une dame qui est sociologue, qui a travaillé un peu partout sur ces principes de mobilité. Et puis, on a tout construit avec les communes. Et on est en train de rendre la copie. On était hier en réunion sur un secteur sud du territoire. Et puis, donc du coup, voilà, les solutions qui sont proposées en termes de mobilité ne seront pas les mêmes sur l'intégralité de l'agglo parce que c'est pour coller au mieux sur nos besoins et sur notre spécificité. Voilà. 360 degrés. Voilà. Je vais laisser du coup la parole. J'ai été très rapide, mais vous pouvez revenir parce qu'on a plein. Enfin, voilà, on a les communes. Enfin, ouais, gestion différenciée des espaces verts, c'est quelque chose d'hyper important. Le déraccordement des eaux pluviales, c'est des toutes petites actions qui sont faciles à mettre en place. C'est des éco-chartes manifestations pour aider les comités des fêtes ou les associations à rentrer dans des événements qui soient le plus propres possible. Donc, on met à disposition. Enfin, voilà, on est en train de créer tout ça, mais toujours avec les acteurs du territoire. J'ai essayé de faire vite, je suis désolée, j'ai dépassé mon temps. Alors, je vais essayer de poursuivre, mais alors, avant que tout le monde soit parti, on va essayer de passer rapidement ici les slides si jamais certaines ont des questions. Je vais passer peut-être ces éléments, oui, parce que c'est de l'information. Alors, ce qui est important sur la slide précédente, si vous pouvez la remettre, voilà. C'était le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'agglo. Ça, c'est important, le diagnostic, parce que ça permet d'identifier les principaux axes sur lesquels il convient de travailler. Alors, en ce qui concerne Niort-Agglo, on a vu, par exemple, que la répartition des émissions de gaz à effet de serre était principalement le fait du transport routier, du résidentiel, du tertiaire et de l'agriculture.
Donc, c'est sur la base de ce diagnostic qu'ont été élaborées les actions, puisque c'est l'axe sur lequel il était urgent et important d'agir. Donc, je ne sais pas si on peut mettre la diapo suivante pour voir un petit peu. Voilà. La stratégie donc, a été validée. L'idée, c'est d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, ça nous a obligés à réfléchir de manière importante. Alors, d'abord, en préalable, de réduire 30% les gaz à émissions à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'est l'objectif qu'on se fixe pour arriver à cette neutralité carbone en 2050. Donc, on va passer brièvement le fonctionnement suivant, à savoir les actions portées, avec 40 actions qui sont réparties donc, entre 4 axes stratégiques. Donc, je vais revenir brièvement dessus. Le premier, c'est l'axe 1, donc c'est la diapo suivante, voilà, vers une agglomération qui est intégrée à son environnement. Donc là, c'est plutôt sur la production d'énergie renouvelable et qui est important. Donc là, on a 20 actions qui sont identifiées sur ce premier axe. Alors, on a mis quelques exemples pour vous donner un ordre d'idée. On est parti sur un postulat de planter 1 arbre par habitant d'ici 2030, ce qui correspond à 125 000 arbres à l'échelle de l'agglomération. Là-dessus, on est plutôt bon parce qu'on est presque, on est dans la trajectoire largement au-dessus pour le moment. Il se trouve qu'on a un parc naturel régional aussi, donc ça nous aide dans la dynamique de plantation et l'importance de préserver l'espace. On a aussi tout ce qui concerne l'aménagement et l'adaptation du bâti privé au changement climatique. Donc ça, c'est une autre action, par exemple. Et puis, la cartographie des potentiels photovoltaïques et thermiques sur les bâtiments. Donc là, on s'appuie notamment sur le syndicat d'énergie qui s'appelle le SIED à l'échelle du territoire de Sévrien, qui réalise une cartographie de toutes les toitures des Deux-Sévriens et qui détermine par couleur, voilà, et en fonction de l'axe d'orientation des maisons, les potentiels possibles pour les habitants. Et derrière, effectivement, à nous mobiliser des fonds pour les accompagner dans leur démarche de mise en place, par exemple, de panneaux ou autre chose. Donc ça, c'est le premier axe avec 3 exemples sur les 20 qui sont mis en place. Donc l'axe 2 chez nous, c'est tout ce qui va concerner la réduction, je dirais, des émissions de gaz à effet de serre via une offre alternative de mobilité. Donc ça, parfois, on se dit, moi, je suis dans une petite commune, quelle est mon action? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, on a vu dans l'axe 1, la question de la plantation, par exemple, c'est quelque chose de très simple. L'adaptation du bâti de la collectivité, c'est aussi des réflexions sur lesquelles il faut travailler. Là, sur l'axe 2, un territoire accessible au vélo, ça peut concerner aussi chacun. Ça peut être, je ne sais pas, des parkings relais, ça peut être alors, un aménagement de voies cyclables, ça peut être onéreux pour une petite commune, mais par contre, vous pouvez mettre en place de la voie partagée. La voie partagée, ça permet par exemple, sur une voirie communale, de permettre le partage des usages sur un secteur avec notamment quelque chose de très identifié au sol qui permet de pouvoir rejoindre, par exemple, les relier, je ne sais pas, l'école à la place avec les commerces ou au stade de foot. Enfin, voilà, c'est un exemple parce que moi, je suis maire d'une petite commune de 1800 habitants. Et c'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose aussi au quotidien. Comment on relie les principaux enjeux de la commune via l'axe vélo? Et finalement, l'utilisation du vélo permet d'éviter aussi l'usage de la voiture. Donc, on sait bien aussi qu'en période où l'énergie augmente et de manière considérable, il faut aussi imaginer ces évolutions à l'échelle de son territoire, quand même il soit à une échelle communale et plus petit qu'au sein d'une agglomération qui fait 120 000 habitants. Donc l'axe 2, par exemple, voilà, parking relais ou aire multimodal. On a 2 autres axes sur lesquels on travaille. Alors, si c'est possible, voilà. De l'axe 3, pour nous, c'est la sobriété énergétique de l'habitat et des bâtiments. Donc là, on a plusieurs actions qui sont mobilisées. J'en ai mis 2 en exemple. Notamment sensibiliser sur les usages des bâtiments et des équipements performants. Donc, l'idée est d'accompagner la rénovation performante et globale des habitats. Donc, ça, on y travaille notamment avec tout ce qui est chambre des métiers, CAPEB, Fédération du bâtiment, etc., pour essayer finalement d'accompagner aussi
financièrement via aussi nos conseillers au sein de Nuraglo, tous ceux qui auraient une volonté de mettre en place une rénovation performante. Donc, c'est un enjeu important plutôt que de faire des petits bouts, je dirais, de réhabilitation, par exemple d'une habitation. L'idée est d'avoir une démarche globale, puisqu'on sait bien que c'est cette démarche globale qui va permettre demain de réduire de manière significative notamment les questions de dépendance énergétique. Donc, l'axe 4, alors oui, pardon, j'avais mis un autre exemple. Création d'une aide à la rénovation pour les publics non éligibles aux aides de l'ANA. Bon, les aides de l'ANA, pour ceux qui connaissent un petit peu, notamment dans le cadre des plans locaux de l'habitat, par exemple, sont des aides en soutien à des personnes de conditions modestes. Donc là, l'idée, c'était d'élargir la possibilité de soutien à la rénovation. Et donc, par exemple, je pense par exemple au foyer ouvert, pour ceux qui ont des cheminées, de se dire, voilà, comment nous, on accompagne financièrement aussi peut-être le changement d'équipement dans une maison. L'axe 4, c'est vers une agriculture qu'on appelle pérenne et de proximité. Donc là aussi, on travaille sur un plan alimentaire territorial. Donc, on a plusieurs actions en cours. Et on retrouve, par exemple, le développement d'un circuit court alimentaire. Donc là, avec une réflexion qu'il va falloir qu'on arrive à mener de manière plus significative, puisqu'elle n'est pas encore vraiment mise en place sur notamment la question de la restauration scolaire. C'est un enjeu pour tout le monde aujourd'hui, de manger bon, de manger sain. Et en même temps, il y a un coût pour les collectivités et pour les familles. Donc, comment on arrive finalement à mettre en œuvre quelque chose qui corresponde aussi au soutien, je dirais, d'une agriculture alors de proximité, option 1, et encore mieux, bon, voilà, est-ce que derrière, on peut avoir une démarche sur une agriculture, voilà, est-ce que c'est une agriculture biologique, est-ce que c'est des labels particuliers, voilà, toute cette dimension et cette réflexion, elle est engagée à l'échelle de notre territoire. Et puis, un deuxième exemple, parmi des actions qu'on mène, notamment la question de la plantation de haies, puisque là aussi, il y a une importance forte. Ça concilie à la fois l'enjeu agricole, environnemental, la préservation aussi des espaces et la dimension patrimoniale. Donc, la haie en soi, c'est un élément simple, je dirais, aussi pour une commune, de se dire à un moment donné, je veux avoir une action significative sur un territoire. Je peux avoir cette démarche auprès du monde agricole, hein, je veux dire, planter des haies, il y a un intérêt aussi en termes d'auxiliaire de culture qui est important. Ça peut être aussi un moyen, j'allais dire, voilà, de préserver ou de ménager des espaces, d'avoir quelque chose de significatif. Et certaines haies peuvent être classées après dans des plans locaux d'urbanisme. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut travailler autour de la haie, et c'est un élément simple d'appropriation, je dirais, par les habitants, et qui objectivement, n'est pas forcément coûteuse à l'échelle d'un territoire. Donc, je pense que ça peut être comment dire, un bon axe d'entrée, en tout cas, pour parler de tous ces sujets intéressants, carbone, agriculture, biodiversité. Voilà. C'est quelque chose, patrimoine, hein, donc c'est un enjeu majeur. Donc ça, c'est quelques exemples parmi toutes celles qu'on a mises en œuvre, mais qui peuvent voilà, servir de base à une discussion si vous le souhaitez. Je ne sais pas si on avait prévu d'autres slides suivantes. Ah oui, pardon, conduite d'action, oui, alors il y a quelques exemples. Alors, je ne vois pas très bien sur mon téléphone ce qu'on a mis. Oui, sur la question du photovoltaïque au sol. Donc là, sur des décharges et notamment sur des déchetteries qui appartiennent à Nuraglo. Donc, il y a tout un travail qui est porté. Le photovoltaïque en ombrière, là aussi, un gros potentiel aussi à travailler, puisqu'effectivement, on a tous parfois des parkings qui n'ont pas un usage très important. On voit bien que demain, ça peut être aussi un moyen, soit pour de l'autoconsommation, pour une collectivité. Ça va devenir de plus en plus prégnant maintenant que l'énergie augmente de manière assez significative un petit peu partout, ou de revente dans le réseau. Donc là aussi, un enjeu important. Dans les slides qui suivaient, oui, la conversion de la flotte de bus vers le bio-GNV,
Donc là, une réflexion à l'échelle des bus de la collectivité, puisqu'on a un réseau de bus de transport collectif gratuit à l'échelle de Niort Agglo, bon, avec des dessertes différentes selon les territoires, entre la ville-centre, je dirais, et les territoires un petit peu plus reculés. Mais l'idée, c'est vraiment d'assurer effectivement cette conversion de flotte vers le bio-GNV. Donc là aussi, un intérêt majeur. Et puis, autre peut-être exemple, je regarde ce qu'on a. Oui, la séquestration carbone, donc tout ce qui est question de plantation du peuplier, soutien au parc naturel. Et puis, peut-être aussi un projet de création de vergers communaux qui est intéressant, et des dispositifs particuliers en matière de rénovation énergétique. Donc là aussi, on a 2 personnes dédiées maintenant au sein de Niort Agglo, qui œuvrent au quotidien justement pour accompagner les habitants dans leurs projets et accompagner cette démarche de réhabilitation énergétique des logements notamment. Pour ceux qui connaissent le programme Sequoia, c'est quelque chose qui est important. Et puis on travaille en lien aussi avec le Centre régional des énergies renouvelables, qui est un acteur important à l'échelle du territoire. On le retrouve dans différents territoires et secteurs, et ça peut être aussi un bon élément d'appui pour identifier des potentiels à l'échelle d'une collectivité et venir en soutien ou en accompagnement d'une réflexion plus globale, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette volonté à l'échelle d'une commune, par exemple, voilà, de mettre du photovoltaïque. Après, faut-il encore avoir un espace suffisant, une bonne orientation, et avoir surtout un soutien et des conseils, je dirais, dans le choix dans les choix qui sont faits pour pouvoir voilà, accompagner les projets portés par la collectivité. Bon, j'espère avoir pas été trop exhaustive, trop précise, pour que nous puissions répondre à vos questions si vous en aviez. Pardon, j'ai un petit problème de PowerPoint qui est un peu vis-à-vis tout seul. Du coup, je vais retourner là où on en est. Ah oui, je vois qu'il y a une question sur les vergers communaux. Alors, c'est plutôt un témoignage, mais effectivement. Encore faut-il faire le lien entre le fait d'avoir consommé un fruit du verger communal et le fait que la personne soit malade. Là, je ne sais pas. Ça dépasse vos compétences. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais qu'on a un peu dépassé le temps. Stéphanie Poirier, je crois que vous devez nous quitter bientôt parce que les locaux de l'Agglo ferment. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on vous envoie demain un mail avec donc, le replay, le guide de Future Proof Cities, et puis les liens ressources qu'on vous a envoyés là et le document PowerPoint. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et si ça vous revient plus tard, n'hésitez pas non plus. On publiera le replay sur notre compte Facebook, la communauté des femmes élues. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur la publication, comme ça, vous pourrez avoir des réponses en direct. Voilà, moi je reste à disposition de tout le monde pour pouvoir échanger. J'ai été hyper rapide dans la présentation des actions, mais il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont peut-être plus faciles à mettre en place. Dans tous les cas, dans les communes, enfin, je ne sais pas dans quelles communes sont les élus qui étaient présents, mais ce plan de climat, il y a une obligation réglementaire de le mener, dans tous les cas, par les EPCI. Je vous suggère, encourage fortement à rencontrer l'élu qui est en charge du développement durable, la transition énergétique et les services de cet agglo-là. Vraiment, quand bien même vous ne siégez pas au conseil communautaire et quand bien même vous n'êtes pas dans les commissions, c'est important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir des éléments. Et puis, voilà, ce réseau de chaleur qu'on peut se créer là, enfin voilà, peut-être qu'on va découvrir que on a envie de mener des projets qui sont communs, mais on a des difficultés. Et ben là, on va peut-être pouvoir échanger sur ces thématiques-là. Donc voilà, moi je reste à votre disposition. Il y a plein de choses que j'ai pas pu évoquer, donc si vous voulez continuer à en parler, ben voilà, n'hésitez surtout pas. Et je vais partir parce que dans 3 minutes, en effet, ça ferme. Merci beaucoup, Stéphanie. Même chose, si certaines ont des questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir via le réseau des élus locaux qui nous transmettront, j'imagine, les sollicitations.
je serais ravie de pouvoir y répondre dans la mesure et les capacités qui sont les miennes. Voilà. Alors, on a une question de Léa. Pourriez-vous nous parler un peu plus du PCAET? Comment démarre-t-on ce projet? Alors, du coup, j'ai peur que ce soit une question qui amène une réponse longue. Est-ce que l'une de vous se sent d'y répondre de manière Déjà, brève? ça dépend si vous faites partie d'un territoire de plus ou moins 20 000 habitants. Si c'est le cas, vous avez l'obligation de vous lancer dans ce genre de projet. Si Non, c'est à titre de visiblement moins de 20 volontaire, 000. ah voilà, si c'est à titre volontaire, personnellement, je n'ai pas de retour d'expérience sur des territoires. Il y en a assez peu pour le moment qui se lancent dans une démarche volontaire comme celle-ci. L'idée, c'est peut-être aussi de se faire accompagner aussi dans cette démarche, parce que c'est vrai que si vous êtes assez éloigné, que vous n'avez pas en plus les ressources en interne pour le faire, ça doit être c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est pour ça que ça se fait à des échelles de collectivité relativement conséquentes. C'est pour ça qu'on dit plus de 20 000 aussi, pour qu'il puisse y avoir suffisamment d'ingénierie et de ressources pour pouvoir accompagner le projet. Après, ce qu'il faut, c'est faire un état des lieux. Aujourd'hui, par exemple, à l'échelle de la collectivité ou du territoire, où est-ce qu'on en est? Et une fois qu'on a identifié ces éléments et qu'on est en capacité de chiffrer un petit peu les choses, quelle trajectoire on se donne et l'échéance envisagée. Et c'est vraiment en fonction de l'objectif qu'on se fixe qu'on est en capacité après d'établir des actions pour pouvoir y répondre et atteindre les objectifs fixés. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le construire, c'est identifier où est-ce que vous en êtes, vous fixer des objectifs voilà, de réduction et du coup, pour atteindre ces objectifs, quelles actions vous déroulez. Et après, il faut animer pour que vous arriviez à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. C'est très court, hein, mais... Merci C'était la beaucoup. réponse que j'aurais formulée également. C'est parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Stéphanie, on vous laisse filer pour ne pas vous laisser enfermer. Même si cette maison est parfaite, pour une nuit, c'est peut-être un peu long. C'est ça. Merci à vous pour vos interventions. Beaucoup. Merci pour vos questions. Effectivement, on vous remettra donc les coordonnées de Caroline dans le mail demain. De toute façon, demain, vous recevrez, donc, comme je le disais, le replay, le document de présentation et le guide. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout à nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux. On sera ravis d'y répondre. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci beaucoup. Bonne soirée.